Avant mon achat, la fille loup-garou extraterrestre avait été vendue pour la viande. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. Aussi, appuyez sur le bouton s'abonner si vous aimez cet article. Le marché des épaves a été martelé par les fils jumeaux de Xios. Un vaste monument aux possibilités infinies et au désespoir écrasant qui était de rôti sous le soleil doré implacable. Une qualité dense, presque physique, imprégnait l'atmosphère. Des fumées de métal toxique se mêlaient à du métal surchauffé. Une centaine d'épices extraterrestres, cuisinées sur des barbecues ouverts, accompagnés par l'ozone des unités antigraves et les aromamas qui s'entrechoquent. Comme s'il avait vu 100 univers pires que celui-ci, Gunner glissait à travers la foule avec une aisance familière. Son gilet d'explorateur, un mélange de cuir synthétique robuste et de poches renforcées, était recouvert d'une fine couche de poussière ocre qui semblait imprégner chaque partie de celui-ci. Rien dans cet endroit ne lui plaisait, ni les arômes, ni la vue des nombreuses affaires douteuses conclues derrière les portes closes des cabines en tôle ondulée. Avec un objectif précis, il se distinguait au milieu de la confusion écrasante. Il est parti à la recherche d'un condensateur hyperdrive de marque 4, une pièce essentielle et rare pour son cargo vagabond. Il n'aurait été guère plus qu'un éclat de glace à la périphérie sans cela. Et il avait passé les 10 dernières années à échapper désespérément à ce destin. Dans un marché où les contrefaçons et les navires échoués étaient la norme, il passa devant 3 insectoïdes bourdonnants en train de négocier une boîte contenant ce qui semblait être un champignon pulsant. Ses yeux scrutèrent la zone, bloquant le vacarme, jusqu'à ce qu'il trouve le signe distinctif d'un vendeur de pièces de vaisseau fiable. Il finit par trouver un stand tenu par un gorache robuste avec des avant-bras dont les membres mécaniques tournaient doucement pendant qu'il nettoyait un ensemble de convertisseurs de puissance. La renommée d'un gorac le précédait de loin. Bien qu'il fût cher, il était digne de confiance, ce qui a fini par éviter beaucoup de tracas. Il y avait peu de temps pour les petites conversations pendant la courte et professionnelle négociation qui était plus un balai de chiffres et de exigences techniques. Les crédits pour la récente opération de récupération de Gunner dans les champs d'astéroïdes du bras de Cygnus ont été rassemblés par le Gorak qui avait scellé le condensateur dans son conteneur antistatique d'origine et allumé une faible lumière bleue d'espoir à l'intérieur de ses filaments. C'est avec une certaine finalité que l'accord fut scellé. La perspective confortable de s'échapper de ce rocher étouffé par la poussière avec le lourd condensateur dans le sac à dos de Gunner ravissait sa nature pragmatique. Il avait terminé ses affaires et pouvait maintenant voir clairement. Il ne restait qu'un bref trajet de retour vers la plateforme de débarquement où le chien errant avait attendu. Ce vaisseau est une bête silencieuse, peu attrayante et dévouée. Ses pensées avaient déjà commencé à tracer les coordonnées de saut vers le système suivant où l'air serait pur et où il n'y aurait pas de marché d'esclaves à l'extérieur, et il se retourna pour partir. À ce moment-là, son attention fut attirée par une augmentation du bruit de la foule qui était passé d'un murmure diffus à un rugissement concentré et intimidant. Cela provenait de l'autre côté du marché sur une plateforme surélevée qu'il avait délibérément évité celle destinée au bétail. Gunner cédait rarement à sa curiosité car c'était un défaut de caractère qui causait souvent des problèmes et les problèmes coûtent des crédits et parfois des vies. Pourtant, il ressentait une sorte d'attraction sinistre qui le rapprochait du chaos et il ne pouvait s'empêcher de marcher vers lui. Il se fraya un chemin à travers une foule de spectateurs, leurs visages un mélange hideux d'espèces, tous rivés à la performance de la plateforme. Un esclavagiste zébrien huileux se tenait sous le soleil brûlant, sa silhouette graisseuse trahissant son délice, alors qu'il excitait la foule parmi les spectateurs qui étaient captivés par la vue de l'esclave, attaché à la barrière métallique derrière lui. C'était unlike toute créature que Gunner avait rencontrée au cours de ses nombreuses années de voyage. Elle avait une apparence féminine, ou du moins, une forme féminine. Le court pelage blanc qui couvrait son corps brillait pratiquement en contraste avec le métal rouillé auquel elle était enchaînée.
Son regard le tenait prisonnier, pourtant ses longues oreilles canines tombantes, celles qui trahissaient la lignée d'un prédateur, étaient plaquées contre sa tête dans une pose de profonde terreur et rébellion. En contraste frappant avec son impuissance, ils étaient un ambre choquant et pénétrant, débordant d'intellect et de colère. Non, elle n'était pas idiote. Elle resta immobile pendant que l'esclavagiste lui enfonçait son bâton électrique dans le flanc, mais elle ne fit aucun bruit. La seule chose qu'elle pouvait faire était de serrer silencieusement les dents menaçant de violence, mais incapable de l'exécuter à cause de ses chaînes. Alors qu'il parlait à son public enthousiaste, le marchand d'esclaves zébrés faisait très clairement comprendre qu'il ne vendait pas une servante ou un travailleur. Sa description d'elle était celle d'une coupe de viande exotique, une rareté pour les palais exigeants, une bête dont la chair offrait des saveurs inégalées aux riches et tordus qui pouvaient se l'offrir. Après avoir enterré les émotions qu'il croyait avoir mises au repos avec les corps de son escouade, Gunner ressentit une montée de dégoût et une étrange rage glaciale. Des pirates qui prenaient plaisir à la brutalité, au conflit corporatif qui engloutissait des lunes entières, il avait tout vu à travers le cosmos. Cette dégradation commerciale planifiée cependant touchait une corde différente, plus profonde. C'était le pire rejet de son humanité, la déshumanisation d'une créature sentiente en un objet de commerce, un objet à abattre et à servir. La vue des visages dans la foule, les sourires avides et étourdis des acheteurs potentiels, lui rappela la même peur glaciale qu'il avait ressentie sur le champ de bataille, en réalisant qu'il se battait pour des individus qui considéraient les troupes comme de simples marchandises. Au lieu de sembler terrifiée, la femme qu'il apprendrait plus tard s'appelait Mary. C'était un nom humain ordinaire pour un être extraterrestre. Elle affronta les insultes des esclavagistes avec une animosité sans filtre. Il reconnaissait les échos des troupes courageuses et des camarades qui avaient refusé de capituler face à une adversité écrasante et à une mort imminente dans cette volonté inébranlable. Alors les enchères commencèrent. Un aboiement lisse perce la caverne du marché, un son émis par les esclavagistes. Un vaisseau spatial ridiculement petit ou une quantité infinie d'eau potable sur 12 mondes peuvent être à vous pour des frais d'ouverture. Le côté rationnel et pratique de la pensée de Gunner, qu'il avait maintenu en vie si longtemps, lui demandait de partir et de mettre de côté ce qu'il avait vu dans le passé. La défaite n'était pas dans son combat. Son condensateur était avec lui. Sa tâche était terminée. Se fiancer était une décision financièrement désastreuse, imprudente et folle. Ses pieds restèrent fermement ancrés au sol, tandis qu'il plongeait son regard dans les yeux ambrés du captif. Il avait pris sa décision avant même de s'en rendre compte en voyant le premier enchérisseur, un Rigélien corpulent, dont les bajoux tremblaient d'excitation. Un pressentiment pur et indiscutable le propulsa en avant. Une contre-offre prononcée par sa propre voix rauque et stable mit abruptement fin à la conversation immédiate. Dans leur profondeur visqueuse, les nombreux yeux du zèbre scintillèrent d'étonnement alors qu'il se tournait pour le regarder. Une bataille d'enchères acharnée et agressive éclata alors que le Rigilien grognait et augmentait promptement le prix. La valeur de la monnaie a grimpé en flèche, les chiffres augmentant à un rythme absurde, bien au-delà de ce qu'une personne raisonnable dépenserait pour un dîner, peu importe à quel point il était exotique. Une colère juste et furieuse avait supplanté la logique glaciale de la survie et Gunner agissait entièrement sur un coup de tête. Une nouvelle insulte, une nouvelle couche de saleté s'accumulait sur la dame enchaînée à chaque offre du Raelian. Alors que les enchères inversées continuaient, Gunner pouvait sentir son scepticisme soigneusement construit s'effondrer. Malgré les apparences, il niait avoir triomphé. Tout ce qu'il était, c'était un gars qui avait touché le fond. Un homme qui, moralement parlant, ne pouvait pas rester les bras croisés et ne rien faire pendant que cela se produisait. À travers son datapad monté sur le poignet, il accéda à ses comptes et les statistiques étaient dures et brutales. À peine il en avait eu assez. Aucun effort ne serait épargné.
Tout son argent disponible, y compris les gains de ses 3 dernières missions de sauvetage, ses économies d'urgence et son crédit restant. C'était un choix financier désastreux qui pourrait le mettre hors d'état de fonctionner pendant longtemps. Il a placé la dernière enchère gagnante après avoir liquidé tout son compte, sa bouche tordue en une grimace, alors qu'il lançait un dernier regard rebelle au régulion baveux. Toute la plateforme se tut dans un choc. Dans un accès de rage, le Rigilien exprima ses frustrations, tandis que l'esclavagiste Zébrey fixait Gunner, son incrédulité et sa faim en désaccord l'un avec l'autre. Un accord a été conclu. Le récupérateur logique Gunner, qui voyait toujours les choses dans leur ensemble, venait de dépenser toute sa richesse sur une entité qu'il ne connaissait pas pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer. Les conséquences de ses actes pesaient sur lui comme un manteau palpable alors qu'il montait sur la plateforme. Malgré les louanges exagérées de la créature, il se dirigea vers le mur et remit la puce de crédit à l'esclavagiste. Après l'avoir libéré de ses chaînes, la femme aux yeux ambrés le regarda enfin avec une expression de profonde inquiétude plutôt que de défi. Alors qu'il s'éloignait de la plateforme, il pouvait entendre le léger cliquetis de ses chaînes sur le pont métallique et les huées et ricanements des spectateurs qui les suivaient. En s'approchant du chien errant avec son compagnon nouvellement acquis, craintif et peut-être fatal, il ressentit le poids écrasant d'un triomphe qui lui avait coûté tout même s'il avait gagné. Cela lui brisait le cœur de voir l'esclavagiste sortir victorieux. Alors il raisonna avec lui-même, mais en regardant la femme qui marchait silencieusement à ses côtés, il comprit avec une certitude glaciale que c'était bien plus difficile que cela. Le transfert du marché à la plateforme de débarquement fut un processus sans incident et silencieux. La dame à la fourrure blanche et Gunner étaient séparés par un champ électrique qui semblait tangible. À mesure qu'ils s'approchaient, il pouvait distinguer le léger bourdonnement des conduits d'alimentation des plateformes de débarquement et le murmure du vent balayant la poussière sur le ferret masquant temporairement le bruit du marché de la ferraille. Sa présence était vivement perceptible pour Gunner. À côté de lui, une démarche délicate, presque silencieuse, qui était étrangement élégante pour un animal qui venait à peine d'être enchaîné à un mur. Les lumières intérieures du vaisseau s'allumèrent, alors qu'il la guidait sur la rampe du chien errant, révélant une pièce qui ressemblait plus à un atelier pratique qu'à une maison confortable. L'air était chargé de l'arôme du liquide de refroidissement de l'oxygène recyclé et du vieux veau d'élevage, et le couloir principal était un fouillis de pièces de rechange bien organisées, mais néanmoins encombrantes. L'invité à bord du vaisseau, son havre, sa coquille protectrice, semblait être une grave intrusion dans son isolement, car cela introduisait un facteur imprévisible et potentiellement dangereux dans son système méticuleusement orchestré. Avec la trappe principale sécurisée, ils étaient coupés de Xios et installés dans le ventre métallique du cargo par le bruit fort et le sifflement de l'écluse. Alors que la gravité de la situation frappa Gunner comme une tonne de briques, ils restèrent immobiles dans le couloir pendant ce qui sembla une éternité. Il avait dépensé tout son crédit disponible sur une créature non identifiée qui devenait maintenant sa responsabilité, alors qu'elle restait assise tranquillement et le regardait dans les espaces exigus de son vaisseau spatial. Gunner lui fit signe de se diriger vers la soute, un espace plus large et moins exigu où il ne serait pas si entassé avec un lourd soupir qui semblait épuiser son adrénaline restante. Alors qu'elle le suivait, ses yeux ambrés balayèrent la scène, prenant en compte les boîtes empilées, la station de diagnostic contre le mur du fond et le réseau complexe de conduits électriques qui courait le long du plafond. Elle gardait son corps contorsionné comme un ressort tendu. Tendu, prête à se briser au premier signe de problème. Un profond grondement résonna dans sa poitrine alors qu'elle sursauta soudainement, faisant un pas en arrière, lorsque Gunner se pencha pour toucher le lourd bracelet en fer qui était encore attaché à ses poignets. Comme un signe de paix, il leva les mains vers le ciel, puis il pointa lentement et méthodiquement vers les menottes et le bouton de déverrouillage.
Les chaînes faisaient partie intégrante de sa nouvelle vie et il devait lui prouver qu'il n'était pas un esclavagiste. Il marchait à un rythme délibéré et tranquille, de la même manière que l'on s'approcherait d'un animal piégé et activerait le mécanisme de libération. Les lourdes menottes tombèrent sur le pont, alors que les verrous magnétiques s'ouvraient avec un bruit sourd résonnant dans le silence inattendu de la baie. Elle se figea un instant, fixant ses mains libérées et étirant ses doigts fins et griffus, comme pour se familiariser avec leur indépendance. Enfin, elle se retira au coin le plus éloigné de la zone de chargement, où elle se pressa contre le mur froid en métal, dégageant une aura de méfiance épuisée. Son pelage était un tourbillon de fourrure blanche. Même si Gunner était libre de ses liens, il ne pouvait toujours pas faire confiance à qui que ce soit. Elle le considérait comme un propriétaire puisqu'il l'avait acheté. Il savait qu'il serait imprudent d'insister sur une quelconque forme de communication. Par conséquent, il lui accorda le seul luxe qui, selon lui manquait depuis un certain temps, la solitude. Une bulle d'eau et un pack de nutrition normale ont été pris d'un casier de rangement par lui, et il les a lancés doucement pour qu'ils glissent sur le pont et atterrissent à quelques pieds de sa position. Elle les surveillait, mais elle ne fit rien pour les prendre. D'un simple hochement de tête, Gunner signala que l'offrande était là si elle le désirait. Il se retira alors de la soute et retourna au confort du cockpit. Pour calmer ses nerfs anxieux et combler le grand trou dans son compte en banque, il s'occupa de la liste de vérification avant le vol. Le temps passait. Le seul son audible était le léger bourdonnement des systèmes de survie du vaisseau. Enfin, il regarda les capteurs intégrés. Il n'y avait plus de nourriture ni de boisson, et elle restait immobile dans son coin. Bien que ce ne fût qu'un petit triomphe, cela l'aida à surmonter sa peur. À un moment ultérieur de ce cycle, il se tenait à nouveau près de la soute, pointant vers un passage latéral. Il indiqua une trappe fermée, puis lui-même, et enfin, un état d'esprit endormi. Une fois qu'il l'eut indiqué, il passa à une autre trappe. Une chambre, un endroit qu'elle pourrait appeler le sien, avec une porte qu'elle pourrait verrouiller, c'était tout ce qu'il lui offrait. Avec la tête inclinée et les oreilles tombantes qui tressautaient, elle l'observait tout en absorbant l'effort maladroit de communication. Il y eut une longue pause anxieuse, puis elle se leva gracieusement, marcha sur la pointe des pieds, dans le couloir, renifla la porte qu'il avait indiquée puis entra à l'intérieur. Juste une seconde après cela, il perçut le bruit clair d'une lourde boîte traînée sur le sol, puis le bruit sourd de celle-ci frappant l'intérieur de la porte. Malgré son acceptation de son offre de cabine, elle restait sa captive ayant choisi de se verrouiller. Une étude de la tension silencieuse et de la distance prudente a caractérisé les cycles suivants à bord du chien errant. Comme les gestes aimables et la bonne volonté ne pouvaient aller que jusqu'à un certain point pour combler le fossé entre les deux espèces, la communication s'est finalement révélée être le plus grand obstacle. Un gadget capable de déchiffrer des dizaines de langues cosmiques connues, le traducteur universel du vaisseau, s'est révélé complètement inefficace. Le traducteur ne pouvait classer son discours inhabituel et rare que comme une sorte de dialecte canin en raison de la complexité de son vocabulaire qui comprenait des gémissements subtils, des aboiements perçants et des grognements profonds et résonnants. Il n'avait guère d'autre choix que de recourir à un panime maladroit qui était une tentative fastidieuse et parfois infructueuse. Une compréhension basique, cependant, commença à se former progressivement et avec précaution. Il découvrit que son nom était Mary, ou du moins c'était la meilleure supposition du traducteur basée sur un ensemble spécifique d'aboiements étouffés. Le nom était humain simple et banal pour un animal d'une beauté aussi exotique et féroce, pourtant c'était le sien, et cela avait changé son destin. Elle avait abandonné ses identités lupines et étrangères dans ses pensées. Mary, c'était son nom. Elle semblait adopter immédiatement le surnom Gunner qu'il utilisait aussi. Sa curiosité semblait triompher de son anxiété et elle commença à sortir de sa cabine pour de courtes durées malgré le mur.
Alors qu'il travaillait, elle l'observait de loin, ses yeux ambrés, suivant chacun de ses mouvements avec une intensité troublante comme une ombre à la fourrure blanche à la périphérie de sa conscience. Un contrôle de maintenance de routine a été le moment qui a complètement brisé la fragile paix qui existait entre eux. L'écran de navigation du vaisseau était en panne. Quelque chose que Gunnar tentait de rectifier depuis des semaines, une petite mais persistante déviation dans ses calculs. Un nid de câbles et de circuits imprimés autour de lui, alors qu'il s'enfonçait davantage dans la machine, et la sueur perla sur son front à cause de son irritation. Une fissure dans une ligne de données tertiaire, un fil si minuscule qu'il était presque indétectable à l'œil nu, était la source du problème, et ses doigts, plus gros et plus maladroit, ne faisait qu'aggraver les choses. Il frappa de son poing la coque de la console après 1 heure de travail inutile et rempli de jurons et laissa échapper un grognement de pure frustration. Se sentant découragé, il se retourna et se frotta les yeux fatigués. Il sentit sa présence à ce moment-là. Debout dans l'embrasure de la porte du cockpit, la tête de Mary penchée dans cette posture familière et curieuse. Elle avait été attirée par le vacarme et l'arôme de son agacement. Après lui avoir jeté un coup d'œil rapide, elle émit un léger gémissement, son ton moins bestial et plus empathique. Elle s'introduisit dans le cockpit avec expertise et discrétion, avant qu'il n'ait eu le temps de répondre. Son toucher était étonnamment doux, alors qu'elle éloignait sa paume du tableau de bord et examinait le câblage désorganisé. Elle plongea ses doigts délicats aux griffes acérées et retira chirurgicalement le petit fil avec lequel il s'était battu pendant des heures. Son action rapide le surprit. L'écran s'est stabilisé après un bref effet de scintillement et le diagnostic s'est révélé concluant. Tous les systèmes liés à la navigation étaient complètement fonctionnels. D'abord, Gunnar jeta un coup d'œil au tableau de bord, puis il la regarda. Elle avait montré une intelligence, des capacités de résolution de problèmes et une dextérité avec ses mains en un seul petit geste qu'il n'avait jamais imaginé être concevable. Elle était plus qu'un simple animal instinctif. Elle possédait l'expertise d'un ingénieur. Il parlait avec une compréhension subtile mais profonde, un sentiment d'accomplissement mutuel qui dépassait les limites du langage. Il lui sourit pour la toute première fois, et c'était un sourire authentique sans effort, et pour la toute première fois, il eut l'impression d'apercevoir ses lèvres trembler en réaction. La dure réalité de leur situation a rapidement surpassé ce nouvellement découvert frisson délicat. Après son extravagante démonstration sur le marché, Gunnar se retrouva en faillite, sans économie sur lesquelles compter et sans compte pour couvrir les dépenses imprévues. Le chien errant manquait cruellement de carburant et de crédit, qui étaient essentiels à sa survie. Il a consacré beaucoup de temps à parcourir les panneaux de contrats publics et privés dans sa quête pour trouver un emploi qui pourrait leur fournir des fonds suffisants pour se remettre. Les choix n'étaient pas prometteurs. Des activités de sauvetage risquées dans des régions instables, des voyages de fret mal rémunérés vers des systèmes périlleux ou la protection des corps de marchands douteux. L'une de ces dernières a piqué son intérêt, une transaction à enjeu extrêmement élevé qui signalait un piège à son intuition aguerrie. 6 mois auparavant, alors qu'il étudiait une nébuleuse volatile dans le secteur Karen, un vaisseau de recherche corporatif nommé l'Orabose s'est tu. L'entreprise offrait une énorme récompense sans condition pour le retour en toute sécurité de ses principaux cœurs de données. Même si c'était une mission suicide, un voyage dans une zone spatiale notoire pour détruire les vaisseaux, la récompense était suffisante pour les maintenir en vol pendant 1 année ordinaire. Il n'avait d'autre choix que d'accepter la chance. Trouver un petit satellite paisible et neutre où il pourrait laisser Mary avec suffisamment de provisions pour tenir jusqu'à son retour. C'était son idée originale. C'était l'option rationnelle et sans risque qui la protégerait des dangers de la mission. Il fut pris de court par sa réaction féroce lorsqu'il tenta de transmettre sa stratégie à travers un mélange maladroit de gestes de la main et de cartes stellaires. Elle secoua la tête avec frénésie et émit un son manifestement négatif, un grognement aigu et guttural.
En désignant la carte des étoiles qui représentait la nébuleuse de Carène comme une étoile tourbillonnante et désordonnée, elle indiqua ensuite son nez, ses oreilles et ses yeux. Ensuite, elle fit un geste arrogant vers le tableau de bord des capteurs du vaisseau qu'elle semblait avoir maîtrisé à ce moment-là. Une notion complexe était transmise avec une clarté terrifiante dans le sens. Les systèmes électriques des chiens errants ne pouvaient pas rivaliser avec son ouïe, son odorat et sa vue aiguisée. Elle serait un atout dans le tumulte imprévisible de la nébuleuse où les anomalies gravitationnelles et les champs d'énergie pourraient facilement tromper les capteurs. Un atout, elle serait. Elle servirait de première ligne de défense de carte et de boussole. La laisser derrière serait une erreur stratégique et une honte pour ses capacités. Alors qu'il plongeait son regard dans ses yeux ambrés, il pouvait voir la férocité de son intellect et l'assurance inébranlable qui émanait d'elle. Depuis la plateforme de l'esclavagiste, elle s'était transformée d'une victime sans défense en plus qu'un simple passager. Une vague d'une émotion indéfinissable l'envahit lorsqu'elle annonça son désir de devenir partenaire. Il ressentit une montée d'adoration, de respect et peut-être même une pointe de fierté. Dans sa quête pour la sauver de la planche à découper, il avait gagné l'homme d'équipage le plus compétent qu'il ait jamais rencontré, un monstre qu'il avait acheté. Il hocha lentement la tête pour indiquer son accord. Tout a été reprogrammé. Ils voyageraient main dans la main. Il reprit le traçage de leur trajectoire, retournant aux consoles de navigation qu'elle avait si habilement réparées. Un tourbillon de périls et d'opportunités de sauvetage les attend à l'emplacement final. Avec son nez incliné vers l'inconnu, le chien errant maintenant portant 2 membres d'équipage s'éleva vers le centre de la nébuleuse, leur destin entremêlé. Dans la nébuleuse de Carène, on avait l'impression de glisser à travers le cauchemar d'une divinité mourante. L'espace était à la fois magnifique et horrifiant, avec des nuages de gaz tourbillonnants et crépitants, comme des rivières de force brute. Alors que Gunner guidait habilement le chien errant à travers la tempête cosmique, il tremblait et gémissait. Les cisailles gravitationnelles allaient déchirer le petit vaisseau en morceaux et ses jointures étaient blanches sur le palonnier. Dans ce cadre chaotique, ces capteurs étaient une cacophonie de signaux fantômes et de données étouffées par la statique, les rendant presque inutiles. En ce moment, la valeur de Mary est devenue évidente, alors qu'elle est passée de simple invitée silencieuse à l'essence même du système de navigation du vaisseau. Debout à côté de son fauteuil de commandement, elle endura les tremblements énormes du vaisseau avec grâce. Alors qu'elle alertait Gunner des bruits qu'il ne pouvait percevoir et des odeurs que ses sens manquaient, elle pencha la tête sur le côté. Quelques minutes avant qu'une distorsion gravimétrique ne soit sur le point d'impact, elle laissait échapper un faible grondement pour lui donner le temps de changer leur trajectoire et elle le poussait doucement loin des poches de gaz corrosif qui auraient déchiré l'armure de la coque du vaisseau avec un léger gémissement. Leurs mouvements étaient synchronisés, une union parfaite de ensemble l'extraterrestre et l'humain, leurs instincts innés dirigeant ses mains calmes alors qu'ils plongeaient plus profondément dans le noyau périlleux de la nébuleuse. Enfin émergeant de la brume lumineuse, après ce qui semblait une éternité, se trouvait le vaisseau de recherche abandonné, ou le Robert Rose. Un énorme spectre immobile dérive à travers le cimetière céleste. Sa taille dépassait ses attentes. Ses lumières sont éteintes, et les micrométéoroïdes ont marqué et creusé sa coque, lui donnant l'apparence d'un cadavre de métal massif. L'amarrage était un processus complexe et risqué. Gunner a pu attacher le chien errant à la principale écoutille du dériveur avec l'aide de Mary, même s'il a dû ramper à travers des débris cachés. Un bruit sourd résonna à travers les 2 vaisseaux spatiaux lorsque les pinces magnétiques s'engagèrent. À l'intérieur de l'arabe, il y avait un désert gelé de silence total et de froid glacial. En contraste frappant avec la beauté féroce de la nébuleuse vue de l'extérieur. À chaque ouverture de l'écluse, une bouffée d'air froid et moisi s'engouffrait, portant avec elle l'odeur métallique subtile du sang ancien et de l'ozone.
En tête, dans l'obscurité suffocante, se trouvait Gunner armé d'un fusil blaster et équipé d'un matériel environnemental robuste. Mary le suivait de près, ses sens aiguisés, illuminant l'obscurité, tandis que son pelage blanc lui donnait une allure surnaturelle. Sa nature semblait capable de résister au froid et au vide, sans avoir besoin de combinaison, et elle glissait à travers les couloirs en apesanteur, avec une élégance prédatrice. Elle agrippe habilement les surfaces métalliques avec ses griffes, utilisant les bottes magnétiques de Gunner. Abattu. Alors qu'ils exploraient prudemment un vaisseau qui semblait radicalement détraqué, ils avançaient lentement. Alors qu'ils naviguaient dans les couloirs, ils tombèrent sur des déchets flottants, des tablettes de données cassées, des pièces d'équipement gelées et quelques effets personnels troublants. Un rappel sobre que cet endroit même était autrefois le foyer d'un équipage entier. Un profond grondement résonna dans la poitrine de Mary, alors qu'elle fixait une partie apparemment inoffensive du couloir, et elle le stoppa 2 fois dans son élan. Elle l'a d'abord alerté sur une faiblesse structurelle dans une poutre de soutien, une succession de fissures capillaires que ses propres scans n'avaient pas détecté, une vulnérabilité qui aurait pu faire s'effondrer toute la section sur eux. Juste au moment où il s'apprêtait à traverser une partie de la plateforme, un léger scintillement presque indétectable dans l'air révéla une cartouche fuyante de liquide de refroidissement neurotoxique, un gaz incolore et inodore qui l'aurait tué en quelques secondes. La deuxième fois, son nez se mit à frémir violemment et elle le tira en arrière. Leur capacité à se faire confiance a été résolue. Forgés au milieu des ombres communes et du danger subtil et omniprésent de la mort, c'était le fondement de leur existence. Ils se dirigeaient vers la passerelle du vaisseau, la salle de contrôle où ils pouvaient conclure leur accord dangereux en accédant au noyau de données principal. Gunner devait physiquement ouvrir une massive porte blindée pour y accéder. Dans le vaisseau spatial, autrement paisible, un cri strident de métal en rébellion résonna. À l'intérieur, il y avait une scène d'anarchie préservée, un témoignage des derniers moments désespérés du vaisseau. La tragédie s'est déroulée alors que les chaises étaient renversées, les consoles brisées, et un délicat revêtement de givre recouvrait chaque surface, immobilisant la scène. Avec ses volets de secours toujours fermés, l'énorme hublot qui était censé offrir une vue panoramique de la nébuleuse était complètement noir. Au milieu de la pièce se tenait le panneau de contrôle principal, son écran dans l'obscurité mais apparemment intact. La récompense de leurs efforts était enfin arrivée. Alors que Gunner épissait laborieusement les câbles et évitait les circuits endommagés pour rediriger l'énergie de secours du vaisseau vers la console, Mary explorait prudemment le pont, ses sens scrutant la zone à la recherche de menaces dissimulées. Elle se pencha sur la chaise du capitaine et renifla une tache noire sur le tissu, un vin doux et mélancolique coulant de sa bouche. Un frisson parcourut l'échine de Gunner lorsqu'il jeta un coup d'œil rapide dans cette direction. Ses sens n'étaient pas nécessaires pour lui informer de ce qui s'était passé ici. Une lutte brutale et désespérée était clairement visible. Le panneau de commande s'est enfin animé, son écran s'illuminant d'une lumière verte troublante grâce à une explosion d'électricité crépitante. C'était lui qui l'avait fait. Avec un frisson d'excitation et d'appréhension, il enfonça une pointe de données vierge dans le port, lançant le transfert des journaux du vaisseau. Alors que la tablette de données de Gunner déchiffrait laborieusement une série d'entrées de journal crypté, le noyau de données commençait son déversement et le récit de l'arabe se déroulait sur l'écran. Les premiers enregistrements étaient secs et académiques, remplis du langage corporatif impassible qui décrivait la mission du vaisseau d'explorer la nébuleuse à la recherche de substances biologiques inhabituelles pour la corporation Omnien. Mais le ton changea, devenant de plus en plus mystérieux et troublant au fur et à mesure que les journaux avançaient. Au milieu de l'étude officielle, il découvrit la première référence au projet Cani, un programme clandestin d'armes biologiques.
C'était l'ambition élevée d'Omnigène, comme détaillé dans le texte cliniquement froid, de concevoir le soldat d'assaut organique idéal, un hybride d'agressivité canine et d'intelligence primate, avec les bonus supplémentaires des gènes de 12 espèces différentes pour une vitesse, une force et une résilience surhumaines. Voir les premiers participants au test dans les chambres de confinement stériles dans une vidéo floue donnait à Gunner la nausée. Des choses qui ressemblaient à des loups hideux et déformés en apparence. Une nouvelle entrée, intitulée « Progéniteur réussi », est alors apparue. L'écran fut alors rempli d'une nouvelle image. Pour Gunner, c'était des frissons. C'était elle. Se tenant dans une prison avec le même intellect féroce qu'il avait appris à connaître, c'était Mary, ou un monstre exactement comme elle qui le fixait. Les dossiers montraient que sa souche avait été un énorme succès, les scientifiques décrivant la progéniture comme des loopings, puisqu'ils surpassaient toutes les attentes physiques. C'était l'arme idéale. Cependant, la terrible invention d'Omnien avait un défaut mortel, le twist. Alors que le niveau d'anxiété du chef scientifique atteignait des sommets, les journaux prenaient un ton anxieux. L'expérience a été un échec selon le docteur Harry Thorne. L'intelligence des lupins était excessivement élevée, bien au-delà de ce que leur créateur avait anticipé. Bien qu'ils aient été conçus pour être des armes sans esprit remplaçables, ils montraient des signes d'empathie, construisaient des systèmes sociaux solides et formaient des liens forts entre eux. Ils ne pouvaient pas être enseignés à devenir des tueurs impitoyables. Omnigène espérait les transformer en guerriers idéaux et soumis, mais ils étaient désespérément peu coopératifs. Un ordre direct du siège social d'Omnien était la dernière entrée de journal. Il devait y avoir une fin immédiate au projet Cani. Le plan depuis le début était de mettre fin aux vies des participants et de couvrir toute trace de l'expérience. Tout s'est éclairci pour Gunner en lisant les derniers mots terrifiants. La rançon, les trafiquants d'esclaves et l'étiquetage de sa sorte comme de la nourriture gastronomique. C'était une farce élaborée, un stratagème corporatif pour cacher leur brutalité indicible et tuer les créatures qu'ils avaient créées pour avoir osé être autre chose que monstrueuses. Le dernier enregistrement du Dr Thorne se joua alors que le transfert de données se terminait, sa voix, un murmure tendu et effrayé. « Oh non, ils sont au courant! Notre stratégie leur est connue! La containment a été violée! Ce n'est pas comme s'ils n'étaient que des animaux! Le journal a hurlé en sortant du système et le vaisseau a tremblé violemment à ce moment-là. » Les faibles lumières d'urgence furent remplacées par la lumière rouge éblouissante d'une alerte de sécurité complète, alors qu'une sirène perçante et aiguë hurlait à travers les couloirs. Une phrase affichée en lettres majuscules sur le panneau de contrôle brûlait. Le protocole de sécurité Oméga a détecté une violation de données et a commencé à purger le vaisseau. En claquant sur le portail du pont, de lourds volets métalliques les scellèrent à l'intérieur. Gunner pouvait distinguer le terrible grondement des tourelles défensives automatiques se lançant depuis des abris dissimulés alors qu'ils étaient encerclés par des murs. Ils étaient piégés dans la dernière réaction mortelle du navire coulé. La sirène assourdissante était une attaque, une pulsation sonore perçante qui secouait les os du tireur et brisait les plaques du pont. Il n'y avait pas le temps d'être choqué ou de saisir la terrible vérité qu'il venait de découvrir alors que les lumières rouges clignotantes dépeignaient le pont chaotique dans des nuances clignotantes de sang et d'obscurité. Son corps était consumé par un réflexe violent et immédiat de survie. Il saisit son pistolet blaster, criant le nom de Mary à travers la tanière et tenait la pointe de données dans son poing. Aucune traduction n'était nécessaire pour cet ordre. La massive porte de sécurité était fermée à clé. Leur seule opportunité, cependant, se trouvait dans une trappe de maintenance latérale qu'il avait remarquée auparavant. La première tourelle automatique descendit d'un panneau de plafond alors qu'il faisait sauter la serrure électronique. Ces deux canons se mirent à pivoter pour les viser. Il poussa violemment Mary dans la trappe maintenant exposée et déchaîna un torrent de feu de couverture. Son arme tire des éclairs de plasma bleu brûlant qui éclaboussent le boîtier blindé de la tourelle, leur achetant des secondes précieuses.
Le bruit des tirs de la tourelle résonna comme le tonnerre, alors qu'il plongeait tête la première dans le petit tunnel de maintenance sombre, une zone non conçue pour l'habitation humaine. Une symphonie tumultueuse de tirs de blasters de plasma ricochant et du bourdonnement horriblement efficace des machines de chasse accompagnait la fuite précipitée et désespérée. Criant à travers les mâchoires métalliques d'un vaisseau spatial depuis longtemps mort qui s'était ressuscité de force pour les effacer de la surface de la Terre, ils n'étaient plus des explorateurs, mais des chasseurs. À la suite de leur nouvelle alliance, leur voyage de retour vers le chien errant s'est transformé en un labyrinthe mortel. Alors que Gunner identifiait des cibles et tirait des solutions, son expérience militaire prenait le dessus. L'énergie cohérente émise par son arme a réussi à repousser les défenses automatisées. Leur leader et éclaireuse était Mary, une silhouette blanche et fantomatique sous les lumières d'urgence clignotantes. Elle a évité les points de strangulation et les embuscades qui l'auraient tuée si elle n'avait pas été si incroyablement agile. Elle a grimpé au mur et s'est faufilée dans les conduits de ventilation. Déchirant sans peur le conduit principal d'alimentation de l'arme, elle la réduisait au silence avant même qu'elle ne puisse reconnaître son existence. Ses griffes seraient un flou lorsqu'elle surgirait derrière la tourelle. Sa puissance de feu énorme servait de bouclier pour ses frappes précises et furtives, alors qu'il se déplaçait avec une élégance frénétique et coordonnée. Ils se rapprochèrent de la principale écoutille, le refuge chanceux du chien errant à portée de main. Au milieu du vacarme, un nouveau bruit plus sinistre émergea, le fracas tonitruant des sabots d'un gigantesque drone de sécurité, son corps blindé le protégeant des balles de son fusil. Leur unique route vers le vaisseau était obstruée. En un clin d'œil, Gunner prit une décision, alors que les systèmes d'armement du drone commençaient à s'allumer, se préparant à l'explosion. Il la vit hésiter, ses yeux ambrés écarquillés, avec ce qu'il ne pouvait interpréter que comme une protestation horrifiée, mais il rugit pour qu'elle parte se sauver. Le drone tira un énorme éclair de plasma incandescent dévalant le couloir. Gunner se jeta sur le côté, mais il n'était pas assez rapide. Une vague de chaleur et de force inimaginable s'abattit sur son épaule gauche, le faisant tourner et le projetant contre la cloison avec un impact qui lui fit vibrer les os. Sa vision explosa dans une explosion d'une douleur brûlante. Son bras devint engourdi, et la dernière chose qu'il vit avant que l'obscurité ne l'emporte fut la silhouette blanche de Mary se précipitant vers lui, un grognement terrifiant et sauvage sur le visage alors qu'elle se jetait sur la machine. La conscience revint par vagues agonisantes et fragmentées, chaque pulsation de lucidité étant accompagnée d'une nouvelle décharge de douleur brûlante dans son épaule. Il était allongé sur le pont froid du milieu du vaisseau du chien errant. Le bourdonnement familier du système de survie de son propre vaisseau était un contrepoint réconfortant au feu qui consumait son corps. Le vaisseau était en mouvement. Les vibrations douces indiquaient qu'ils étaient en route. Ayant échappé d'une manière ou d'une autre à l'étreinte meurtrière agonisante de Lara Rose arabe, il essaya de se redresser, un gémissement échappant à ses lèvres, mais une pression douce sur sa poitrine le repoussa vers le bas. Mary se penchait sur lui, son visage, un masque de concentration intense, ses yeux ambrés dépouillés de toute leur férocité antérieure et maintenant remplis d'une profonde et sincère inquiétude. Son gilet d'explorateur et sa chemise avaient été découpés, révélant la chair meurtrie et noircie de la brûlure au plasma. Il pouvait voir une trousse de secours ouverte à côté d'elle, son contenu éparpillé avec un but qu'il ne pouvait pas saisir immédiatement. Alors qu'il était sur le point de s'évanouir à nouveau de douleur, il me regardait travailler. Ses doigts fins, aux griffes acérées, qu'il avait vu déchirer des plaques de métal, se déplaçaient avec la précision délicate d'un chirurgien. Elle nettoya la plaie avec une lingette antiseptique, son toucher étonnamment doux, ses mouvements efficaces et sûrs. Elle ne détournait jamais le regard de sa tâche, sa concentration absolue, alors qu'elle appliquait un baume régénérateur et un nouveau bandage bio. Ses actions témoignaient d'une connaissance à la fois innée et profondément pratiquée.
Dans ce moment de complète impuissance, avec sa vie littéralement entre ses mains, les dernières de ses barrières internes se sont effondrées en poussière. Cette créature féroce et silencieuse, cette échappée de l'expérience corporative, soignait sa blessure avec une tendresse qu'il n'avait pas connue de la part d'un autre être vivant depuis plus d'une décennie. L'acte était plus intime que n'importe quel toucher plus profond, que n'importe quel mot qu'ils auraient pu échanger. Il lui devait sa vie non seulement pour le sauvetage, mais pour cet acte silencieux et déterminé de soins qui recousait son corps brisé et peut-être son âme fracturée. Ils ont fui la nébuleuse Karen, laissant le vaisseau fantôme et ses sombres secrets derrière eux, et ont mis le cap sur le seul endroit auquel Gunner pouvait penser, où deux fugitifs avec un cœur de données d'entreprise volées pouvaient disparaître, Port Nowhere. C'était une station indépendante creusée dans un énorme morceau de roche, un repère misérable de contrebandiers de mercenaires et de hors-la-loi qui prospéraient dans les zones grises légales entre les territoires corporatifs. C'était un endroit dangereux et sans loi, mais il offrait la seule chose dont ils avaient désespérément besoin, l'anonymat. Pour éviter les inévitables espions omnis qui envahiraient chaque port du secteur, ils devaient se fondre dans le décor pour devenir juste une autre partie du paysage crasseux de la station. Un homme humain voyageant seul avec une espèce extraterrestre unique et non enregistrée attirerait immédiatement une attention indésirable. Ainsi, à leur arrivée, Gunner, son bras dans une écharpe et son visage pâle de douleur, réserva une petite unité miteuse sous le prétexte d'un couple marié cherchant refuge à cause d'un conflit de guildes. Le commit un cyborg au regard ennuyé avec un implant optique vacillant à peine les regarda prenant leur crédit et glissant une carte-clé sur le comptoir sans un mot. L'intimité forcée de la situation était à la fois maladroite et étonnamment naturelle. Ils étaient confinés dans une seule pièce exiguë, avec un matelas bosselé, une unité de sanitation vacillante et une fenêtre donnant sur une nuit perpétuellement inondée de néons. Ils prenaient leur repas ensemble, une pâte de protéines reconstituée qui avait le goût du carton, et prenaient tour à tour la garde pendant que l'autre dormait. La mascarade d'être un couple commença à ressembler moins à une performance et plus à une extension de la réalité qu'ils vivaient déjà un partenariat basé sur une confiance mutuelle et une compréhension tacite partagée. Dans le calme, les confins cloîtrés de leur petite chambre, avec les bruits chaotiques de Port Nowhere, comme un murmure lointain au-delà des murs fins, ils commencèrent enfin à vraiment communiquer. Le traducteur universel était toujours inutile, mais ils avaient passé tellement de temps ensemble dans des situations de vie ou de mort qu'ils avaient développé leur propre langue, un lexique de gestes d'expression et de regards échangés qui transmettait plus de sens que les mots ne pourraient jamais le faire. Un cycle. Alors que Mary pensait sa blessure, son toucher doux et expérimenté, Gunner se mit à parler les mots jaillissant de lui, poussé par son acte silencieux de confiance. Il lui parla de son temps dans l'armée de l'Alliance de la mission désastreuse sur Cygnus X1, où il avait suivi les ordres d'un commandant avide de gloire et avait conduit toute son escouade dans un piège parfaitement tendu. Il parla de la culpabilité qu'il avait hantée pendant des années des visages de ses amis morts, qu'il voyait chaque fois qu'il fermait les yeux de la raison pour laquelle il avait abandonné son poste et fui aux confins de la galaxie pour se perdre dans la vie solitaire d'un récupérateur. Il ne savait pas si elle comprenait les mots spécifiques, mais il voyait dans ses yeux intelligents et empathiques qu'elle comprenait la douleur, le regret, le poids écrasant de la survie. Quand il eut terminé, un silence lourd remplit la pièce, puis elle répondit. Elle utilisait des gestes ses mains façonnant des images dans l'air, sa voix, une douce tapisserie de murmures et de clics. Elle lui parla de souvenirs fragmentés du blanc froid et stérile du laboratoire des visages des autres lupins, de ses frères, de ses sœurs, de sa famille. Elle parla d'une conscience partagée d'un sentiment d'appartenance qui avait été arraché et de la peur constante de savoir qu'elle était la dernière. Il voyait son histoire, non pas comme des mots, mais comme des sentiments, comme des images de perte et de solitude qui reflétèrent les siennes.
Dans cette petite pièce sale, deux survivants brisés venus des extrémités opposées de la galaxie trouvèrent un terrain d'entente dans leur traumatisme partagé. Leur refus commun d'être défini par les horreurs de leur passé. Le feu lentement brûlant de leurs liens allumés dans le chaos du marché et forgé dans la chaleur de la bataille les réchauffait maintenant tous les deux contre l'obscurité froide de l'univers. Gunner la regarda, cette femme incroyable et résiliente, et réalisa avec une clarté saisissante qu'il ne l'avait pas seulement sauvé d'un marchand d'esclaves. Elle le sauvait du vide de cette coquille hantée par des fantômes qu'il avait laissé devenir. Il avait de nouveau un but, et il était juste devant lui. Le fragile morceau qu'ils avaient trouvé dans les 4 murs de leur unité HAB salle avait été brisé non pas par une porte enfoncée ou le crépitement d'un blaster, mais par la lumière vacillante d'une émission de nouvelles publiques. L'écran incrusté dans le mur d'une cantina crasseuse de l'autre côté du canyon de néon par rapport à leurs fenêtres diffusait une conférence de presse depuis les halls stériles et immaculés du siège de la Omnian Corporation. Une porte-parole, une femme avec un sourire aussi tranchant et artificiel que son costume sur mesure, se tenait à un podium, son visage un masque de sincérité corporative. Elle parla d'une nouvelle initiative corporative bienveillante, un programme conçu pour assurer la sécurité galactique. Elle l'a appelé l'initiative de contention Exofauna, un grand plan ambitieux pour suivre, capturer et contenir humainement des espèces dangereuses non enregistrées, qui représentait une menace potentielle pour les systèmes civilisés. Alors qu'elle parlait, une image holographique apparut à ses côtés, une représentation générée par ordinateur d'une bête monstrueuse et grognante, avec une fourrure blanche et des yeux rouges brillants et sauvages. C'était une caricature grotesque, une perversion délibérée et calculée de l'espèce de Mary, conçue pour attiser la peur et justifier un génocide. Gunner sentit une colère froide monter en lui en voyant les mensonges calculés se dérouler. C'était la réponse d'Omnien à leur violation de données. Incapables de contenir la fuite discrètement, ils tentèrent maintenant de contrôler le récit dépeignant leurs super soldats échappés comme des monstres enragés à chasser pour le bien public. C'était une déclaration de guerre non seulement contre eux, mais contre chacun des derniers semblables de Mary qui pourraient encore être en vie. La réalisation s'est abattue sur eux avec le poids d'une sentence de mort. Fuir n'était plus une option. Se cacher dans les ombres de la galaxie ne les sauverait pas, car Omnien prévoyait maintenant de brûler les ombres. À ce moment-là, en voyant la machine de propagande corporative déverser ses mensonges venimeux, Gunner vit une transformation profonde chez Mary. La survivante qu'il avait appris à connaître, la créature prudente qui avait sursauté au moindre bruit et barricadé les portes, avait disparu. À sa place se tenait une guerrière. La peur dans ses yeux ambrés avait disparu, remplacée par un feu froid et ardent de détermination pure et indéfectible. Elle regarda de l'image monstrueuse à l'écran à Gunner, et pour la première fois, elle initia une série complexe de gestes avec une certitude féroce et indéniable. Elle ne parlait plus seulement de survie, elle parlait d'un combat. Elle évoquait des images de retrouver d'autres, de les protéger, de refuser que leurs créateurs soient ceux qui écrivent le dernier chapitre de leur espèce. Elle ne les laisserait pas être rappelés comme des monstres. C'était un vœu, une promesse faite dans le langage silencieux qu'ils partageaient désormais, et cela résonnait au plus profond de l'être de Gunner. Il regarda cette femme incroyable, née dans un laboratoire vendu comme de la viande chassée, comme un monstre qui se tenait maintenant prête à défier une superpuissance galactique pour le bien d'une famille qu'elle se souvenait à peine. Les derniers vestiges de son propre cynisme, la résignation fatiguée qui avait défini sa vie pendant une décennie, s'évaporèrent comme la brume sous le regard d'un fils. Il avait été à la dérive, un morceau de débris errant, sans but dans le vide. Mais Mary lui avait donné une direction. La protéger, se battre à ses côtés était devenu son but. Il tendit la main, effleurant doucement son épaule, un geste de solidarité absolue. Il n'était plus seulement son protecteur. Il était son partenaire, son allié, son bouclier juré dans la guerre qui venait d'être déclarée.
Leur plus grande arme restait le petit pic de données modeste serré dans la main de Gunner, un fantôme numérique contenant la vérité complète et non expurgée du projet Canis. Ils ne pourraient jamais égaler la flotte de vaisseaux domniens ou leur armée de soldats corporatifs dans une confrontation directe, mais ils pouvaient porter un coup bien plus dévastateur que n'importe quel canon à plasma. Ils pouvaient détruire leur réputation, leur valeur boursière, les fondements même de leurs mensonges. Ils ne se contenteraient pas de divulguer les données, ils les feraient exploser. Leur plan était audacieux et incroyablement dangereux. Ils utiliseraient le réseau de communication notoire du marché noir de Port Nowhere, un système décentralisé et introuvable connu sous le nom de réseau fantôme, pour lancer une attaque simultanée de bombes de données. Ils enverraient le contenu accablant entier du noyau de données de l'Arabero à chaque grand média de la galaxie, connu à chacun des rivaux corporatifs d'Omnigène et à chaque groupe de surveillance indépendant qui avait jamais osé défier le pouvoir des entreprises. Ce serait un cataclysme d'informations, une vague de vérité si massive et si répandue que même l'armée d'avocats et de spécialistes en relations publiques d'Omniens ne pourrait espérer la contenir. C'était leur unique chance, un dernier coup de dé désespéré qui libérerait soit l'espèce de Mary, soit signerait leur propre arrêt de mort. Ils passèrent le cycle suivant à se préparer Gunner, modifiant sa tablette pour gérer la charge massive de données et interfacer avec les protocoles notoirement instables du réseau fantôme. Pendant que Mary montait la garde, ses sens devenant un système de sécurité vivant, alerte à tout signe de danger imminent. Accéder au réseau fantôme les obligeait à s'aventurer dans les niveaux les plus profonds et les plus anarchiques de Port Nul, par un endroit où les lumières au néon laissèrent place à l'obscurité et où la seule loi était la force de votre bras et la vitesse de votre blaster. Ils trouvèrent le point d'accès dans l'arrière-salle d'une salle de jeu sordide, dirigée par un être silencieux aux multiples membres qui ne communiquaient que par clignement et mouvement. Pour un prix exorbitant, les derniers crédits d'urgence de Gunner, ils obtinrent l'accès à un terminal qui semblait avoir été assemblé à partir de pièces récupérées par pure malice. Au moment où Gunner a branché son datapad, le combat a commencé. Ce n'était pas une bataille de tirs de blaster, mais de bits et de bits. Une guerre silencieuse et frénétique menée dans l'éther numérique. Les équipes de cybersécurité d'Omniens les traquaient déjà, leur présence une pression palpable dans le réseau. Leurs programmes de traçage comme des chiens de sang numériques reniflant leur odeur. Le téléchargement a commencé. Une fine barre de progression rampait sur l'écran de Gunner avec une lenteur agonisante. Les alarmes commencèrent à clignoter sur son écran alors que le programme de contre-intrusion d'Omnien percutait ses pare-feux. Il riposta ses doigts, volant sur le clavier holographique, redirigeant son signal à travers une douzaine de serveurs proxy différents. Un jeu de coquilles désespéré pour garder leur emplacement caché. C'était Mary qui les a sauvés. Alors qu'un morceau de code de trace particulièrement vicieux contournait ses défenses, elle laissa soudain échapper un sifflement guttural aigu, ses griffes frappant frénétiquement un secteur spécifique de son écran. Elle ne pouvait pas lire le code, mais elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, en percevoir l'intention hostile, une présence numérique prédatrice qui lui était invisible. Faisant entièrement confiance à ses instincts, Gunner isola immédiatement et purgea le secteur coupant la trace juste au moment où elle était sur le point de localiser leur position. Les derniers points de pourcentage du téléchargement s'écoulèrent comme des millénaires, puis avec un dernier éclat triomphant, l'écran confirma que la diffusion était terminée. La bombe de données avait été livrée. Ils n'avaient plus le temps. Ils ont fui le terminal juste au moment où ils entendaient les lourdes bottes martiales d'une escouade d'applications omniennes envahir la cantina au-dessus. Les conséquences furent immédiates, spectaculaires et absolues. La bombe de données a explosé à travers le réseau galactique et l'onde de choc a brisé la corporation Omnien. Les chaînes d'information ont interrompu leur programmation prévue, leurs émissions étant remplies des preuves horrifiantes et indéniables des journaux de l'Orabero. Des entreprises rivales, armées de preuves des activités illégales d'Omniens,
ont lancé des prises de contrôle hostiles, déchirant le géant corporatif comme des prédateurs sur une proie. Sa valeur boursière n'a pas seulement chuté, elle a cessé d'exister. Des mandats ont été émis pour l'ensemble du conseil d'administration et le nom omnien est devenu synonyme de malveillance corporative. Mais le changement le plus profond résidait dans la perception publique des lupins. Ils n'étaient plus des monstres, ils étaient des victimes. Une espèce sensible, créée puis condamnée par leur maître cruel. Une vague de sympathie et d'indignation a déferlé sur la galaxie avec des activistes exigeant protection et droit pour les survivants. La guerre était terminée et ils avaient gagné. Leur histoire, cependant, ne faisait que commencer. De retour sur le pont du chien errant soigneusement caché dans la ceinture d'astéroïdes de l'autre côté du système, ils examinaient leur copie du noyau de données. Il contenait plus que les journaux de bord du projet Cani. Enfouis profondément dans les fichiers cryptés, se trouvaient des manifestes d'expédition fragmentés des cartes stellaires partielles et des références cryptiques à d'autres avant-postes de recherche secrets et à des installations de confinement. C'était une piste de miettes, menant à d'autres endroits où les gens de Mary pourraient avoir été emmenés ou d'autres survivants pourraient encore être cachés. Leur lutte contre Omnigen était terminée, mais leur véritable mission, leur pèlerinage ne faisait que commencer. Gunner se tenait devant le tableau de navigation, les cartes stellaires brillant devant lui. Mary s'approcha pour se tenir à ses côtés, sa main reposant avec assurance sur son épaule blessée, maintenant presque complètement guérie. Le silence entre eux n'était plus celui de l'incertitude, mais de l'objectif commun et de l'affection profonde et durable. Il n'était plus un récupérateur cynique, et elle n'était plus une victime terrifiée. Ils formaient une équipe, une famille, les deux premiers membres d'un front de libération. Avec un dernier regard complice de compréhension, Gunner saisit les coordonnées du premier site potentiel, une lune éloignée dans une nébuleuse inexplorée. Les moteurs du chien errant se mirent à vibrer et avec un soubresaut qui promettait un nouveau départ, ils sautèrent vers l'hyperespace. Ne fuyant pas un passé qu'ils avaient conquis, mais s'envolant vers un avenir qu'ils construiraient ensemble.